quand j'ai relu le titre de ma communication, je me suis dit, bon, communiquer avec l'étranger en soi, c'est peut-être... Ça veut dire quoi, au juste? S'agit-il de lui parler, de le faire parler? Et dans quelle langue l'étranger parle-t-il? Il parle forcément une autre langue, mais s'agit-il d'une langue que je comprends? Ou est-ce que l'étranger en moi parle justement une langue que je ne comprends pas? Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me mettre à parler en langue. Une fois dans le bus, j'ai entendu un homme dialoguer avec lui-même dans une langue que j'ai fini par identifier comme le produit d'une glossolalie. Je pense que vous savez ce que c'est que la glossolalie. En tout cas, je n'avais jamais entendu ça. Et en l'écoutant, donc au début, je me suis dit, c'est une drôle de langue qu'il parle, mais il parlait tout seul, avec lui-même. Donc, et c'était avant que tout le monde se mette à parler sur son portable, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus si les gens parlent tout seuls ou s'ils parlent à quelqu'un. Je l'écoutais, j'entendais parce que c'était un vrai dialogue, j'ai compris que c'était un vrai dialogue. Il y avait des intonations qui marquaient la surprise, la colère, puis il y avait des pauses, il y avait des signes de ponctuation. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, en fait oui, j'entends un cas de glossolalie. Et lui, il dialogue vraiment avec l'autre en lui. Mais j'ai trouvé que c'était une communication un peu trop rapprochée avec cet autre, qu'il était un peu avec cet autre sous une couverture langagière trop étroite. Donc ce n'est pas non plus ce que je vais vous proposer. Oula, heureusement que... Sur les conseils avisés des organisateurs, j'ai pris une grosse pierre. Voilà, elle va être très utile. Donc, disons que l'étranger parle en moi dans l'autre langue, la langue cachée peut-être. Il est difficile d'épier cette langue. Il est difficile de traquer l'étranger parce qu'il se cache. Parce qu'en fait, il se manifeste quand nous n'essayons pas de comprendre ce qu'il dit. Je me suis mise à l'écoute de cette altérité qui est en nous, j'en suis persuadée. Donc, mon exposé va tourner un peu autour de ce thème de la pluralité. Je suis persuadée que nous sommes pluriels. Et l'expérience du bilinguisme permet justement je pense que c'est le cas de tout le monde, mais que les bilingues peuvent plus facilement repérer cette pluralité en eux. Et qui se dit, qui se parle. De toute façon, nous parlons beaucoup. Ça se met à parler en nous dès que notre pensée n'est pas occupée par quelque chose de précis. Essayer de... Bon, j'imagine que tout le monde a essayé déjà de faire le silence. Si vous essayez de faire le silence en vous, c'est fou ce qui se dit pendant ce silence. Et lorsqu'on vous demande d'observer une minute de silence, même pour une personne qui a compté pour vous, et vous voulez observer cette minute de silence, mais tout ce qui se dit dans la tête pendant ce temps-là, il y aurait de quoi faire un livre pendant cette minute de silence. Donc voilà, pour vous, je vais être obligée de parler de moi, puisqu'il s'agit d'une expérience, et d'une expérience que j'ai voulu aborder à travers le physique, c'est-à-dire pas faire une mystique de la langue, mais une physique, une physiologie du bilinguisme. En russe, il y a une expression pour désigner un document, on dit c'est un essai physiologique. Alors voilà, je pense que j'ai écrit un essai physiologique. Alors pour commencer, je suis née dans un pays qui n'existe plus, donc c'est l'Union soviétique. Et c'est un pays où l'étranger était à la fois totalement stigmatisé et en même temps exerçait une fascination incroyable. Malheureusement, dans le pays qui est issu de ce pays qui n'existe plus,
à savoir la Russie, aujourd'hui encore, il y a une terminologie qui nous rappelle les années 30 et qui se situe dans la postérité de la paranoïa de l'époque stalinienne contre l'étranger, c'est-à-dire certaines associations, certaines ONG doivent se déclarer comme agents étrangers. Donc voilà, c'est quelque chose qui est finalement encore d'actualité. Mais à l'époque où j'étais enfant, donc j'ai immigré en 1975, à la fois les étrangers qui venaient en Union soviétique ne pouvaient absolument pas communiquer avec les soviétiques, ou plutôt les soviétiques ne pouvaient pas communiquer avec eux, c'était absolument impossible, donc, puisqu'il y avait des lieux qui leur étaient réservés, donc je reviendrai là-dessus. Et en même temps, il y avait une crainte, enfin tous les étrangers étaient des espions potentiels, potentiellement dangereux puisque susceptibles de recruter les bons soviétiques par des manœuvres absolument imperceptibles. Et en même temps, donc, il y avait tout ce qui était étranger fasciné, suscité voilà, déjà il faut imaginer un pays où les produits étrangers, enfin quand je parle de l'étranger, en fait c'est surtout l'Occident, ce qui fascinait c'était l'Occident, évidemment, c'était pas la Chine, c'était pas l'Afrique, c'était l'Europe occidentale et les États-Unis. Et alors je vais vous raconter une anecdote pour illustrer ce que ça pouvait produire comme rapport à l'étranger. J'avais un jeu avec ma mère quand j'étais petite, on avait un jeu. Lorsqu'on sortait dans Moscou, on se parlait français. Alors, on se parlait français pour sentir dans la peau d'étrangères. Ça nous permettait, à travers le regard des autres, parce qu'évidemment, ceux qui nous entendaient ne pouvaient pas comprendre que le français qu'on parlait était absolument rudimentaire et totalement... Et on inventait des mots, bien sûr, parce qu'on n'en avait pas assez pour se parler en français. Bon, en plus, comme on avait de la famille en France, et cette famille nous aidait en nous envoyant, entre autres, des vêtements. Donc, effectivement, on pouvait faire illusion pendant quelque temps. Et voilà, c'était un grand moment de jouissance, de se faire passer pour des Françaises. Alors un jour, on était allé comme ça dans une librairie qui était fréquentée par des touristes étrangers. On a acheté des cartes postales et puis rentré à la maison, on s'est rendu compte qu'on les avait payées à un prix absolument incroyable. Donc les vendeuses ont eu un réflexe très sain. Elles se sont dit, ces deux-là, elles ne parlent pas russe, alors on va en profiter. Voilà, donc ça nous a un peu calmés, je dois dire. Et donc, il y avait comme ça des lieux qui étaient réservés aux étrangers, où les soviétiques n'avaient pas le droit d'aller, ou alors pouvaient entrer seulement dans certaines circonstances, étaient contrôlés. Donc il y avait des cafés pour étrangers, il y avait des magasins pour étrangers uniquement, où il y avait des denrées qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc c'était des Berioska. Ces magasins s'appelaient... il y en avait plusieurs dans Moscou, dont Berioska, ça veut dire petit boulot. C'est charmant, vous voyez. On y vendait des matrioshkas, des châles, des boîtes avec des motifs russes traditionnels. Et j'y suis allée, la première fois, je suis allée dans une Berioska, il y en avait encore, en 88, lorsque, à la faveur de la perestroïka, j'ai pu revenir en Union soviétique, c'était encore l'Union soviétique à l'époque, et voyant à quel point mes amis manquaient de tout, donc je suis allée faire des courses à la Berioska. Donc ça, c'était la première fois que je me retrouvais dans la peau d'une étrangère. C'est une sensation étrange, une drôle de sensation d'être avec soi-même, mais dans une autre peau.
Et j'ai eu 2 autres occasions beaucoup plus fortes de me regarder en quelque sorte de l'autre rive ou du trottoir d'en face. Alors premièrement, il y avait, parmi ces lieux pour étrangers, il y avait un grand hôtel qui n'existe plus, il a été démoli il y a quelques années, c'était l'hôtel Rossia. Alors l'hôtel Rossia, au centre de Moscou, à côté du Kremlin, c'était carrément une ville. Pour marcher, il y avait 4 tours, et entre les tours, pour aller d'une tour à l'autre, c'était presque 1 kilomètre. Enfin bon, peut-être que ça m'apparaît encore plus gros aujourd'hui que ça ne l'était, mais c'était absolument immense. Et donc cet hôtel, on ne pouvait pas en approcher. Il y avait un gardien à l'entrée qui vous virait si vous n'étiez pas, si vous ne logiez pas dedans, s'il était uniquement pour touristes étrangers. Et en 2004, je suis allée à la Kolyma. Alors la Kolyma, bon, pour ceux qui ont lu Chalamov, ils savent ce que c'est. Donc la Kolyma, c'est la région de l'extrême nord-est de la Russie, voilà, tout au bout, vers le Japon, qui était donc pendant, entre les années 30 et 50, un vaste territoire de camps. Et c'est là que Varlam Chalamov avait purgé une peine de 17 ans, comme je me suis beaucoup occupée de cet auteur. Je suis allée sur ses traces, voilà, après avoir collaboré à la traduction et puis écrit sur lui, j'ai décidé d'aller voir ce que c'était cette région dont il parlait tellement, hein, parce qu'il parlait de taïga, mais en fait il ne faut pas imaginer une vraie forêt. Bref, je voulais mettre une image sur ces lieux que j'avais imaginés pendant 6 ans en travaillant sur Chalamov. Et lorsque j'ai acheté mon voyage à Magadan, donc Magadan, vous voyez, 12 000 km à peu près de Paris, eh bien il fallait que je passe par Moscou, bien sûr, et pour avoir le droit d'y aller, on m'a fait payer une chambre d'hôtel à Moscou. Voilà, c'était un arrangement avec l'agence de voyage, sinon c'était vraiment trop compliqué pour le visa. Et donc je me suis retrouvée à Moscou, et où est-ce que où était cette fameuse chambre? Elle était dans l'hôtel Rossia. Donc je me suis retrouvée, vous voyez, dans cette situation où j'étais moins à l'étrangère. Alors c'était extraordinaire parce que cet hôtel, bon, bien sûr, quand je suis allée en 2004, hein, il finissait son existence. Il y avait toutes sortes de gens, mais il y avait on avait conservé certaines traditions, c'est-à-dire il y avait toujours un garde en bas à l'entrée de chaque tour, et on n'avait pas le droit quelqu'un qui n'habitait pas là n'avait pas le droit de monter. Je ne pouvais pas inviter quelqu'un dans ma chambre, par exemple, hein, donc du coup, l'ambiance y était, hein, sauf que, évidemment, une chose impensable à l'époque soviétique, il y avait en bas des publicités pour les services d'une voyante, qui s'appelait Luba d'ailleurs. Ah, j'ai trouvé ça assez génial. Voilà, et donc je suis montée, j'étais à je ne sais combienième étage, chambre genre 10 200, parce qu'il y en avait tellement que voilà, c'était... Mais il y avait des chambres, enfin je sais pas, il y avait plus des milliers de chambres. Et donc je contemplais la Moskova du haut de cet hôtel en 2004, avec toutes les publicités. À l'époque où j'étais enfant, il n'y avait aucune inscription à Moscou en latin, en caractère latin. Hein. Donc il faut imaginer que déjà rien que les caractères latins, c'était de l'étranger. Là, évidemment, tout clignotait en caractère latin, Coca-Cola, Adidas, tout ça. Mais voilà, c'était comme dans un récit de Borges ou de Cortázar. Je regardais par la fenêtre cette ville, ce lieu d'où, jadis, enfant, je regardais ces fenêtres en me disant « Jamais je ne pourrais entrer là et encore moins loger dans cet hôtel ». Alors voilà, donc ça c'est une façon aussi de sentir cet autre en soi. Et j'ai eu une autre expérience comme ça. C'était lorsque mon père, qui était resté à Moscou, qui n'avait pas émigré, que je n'avais pas connu, que
voilà, que j'avais connu pour la première fois à l'âge de 30 ans, que j'avais rencontré à l'âge de 30 ans. Et donc mon père, un jour, s'est décidé, donc c'était aussi dans les années 2004-2005, s'est décidé finalement, il a accepté mon invitation pour venir à Paris. Donc ça lui faisait très très peur. Il n'avait jamais été à l'étranger, c'était même impensable. Il me disait, je vais mourir si je prends l'avion pour Paris, je vais mourir. Et puis bon, un jour, il me dit, bon, je viens. Et donc, il fallait s'occuper de son visa pour la France. Alors, il avait donc rendez-vous à l'ambassade de France, enfin au consulat, au service consulaire français. C'est pas facile, hein, pour obtenir son visa, et j'ai décidé de l'accompagner pour l'aider. Donc, il me donne rendez-vous. On s'est donné rendez-vous devant l'ambassade de France. Et donc, je vais au rendez-vous. Et en fait, il m'avait dit, écoute, tu prendras, parce qu'il faut voir que Moscou est une ville qui n'a absolument pas été conçue pour les piétons. Il y a des grandes avenues où les voitures roulent à 150 à l'heure. C'est comme un périph' partout dans la ville. Et ça a un peu changé, mais et en plus, à l'époque, les chauffeurs ne s'arrêtaient pas. C'est-à-dire, si vous traversiez, c'était votre problème. Donc, mon père me dit, bah, tu traverses à tel endroit. Mais voilà, c'est entré dans une oreille, c'est sorti dans l'autre. Et donc, il y a l'ambassade de France en face de moi, et je dois traverser une avenue. Donc, je regarde, pas de voiture, je traverse la moitié. Et puis tout d'un coup, de l'autre côté, un flot de voitures, et ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, et c'est là seulement, je me dis, mais quelle idiote tu es, c'est pas possible, tu connais cette ville quand même, tu sais qu'on ne traverse pas comme ça. Et je suis là, et alors, donc je regarde derrière, pareil, dans l'autre sens, et je suis bloquée au milieu de la rue, avec, imaginez, au milieu du périph', quoi. Bon, sauf qu'il y avait un petit espace, mais elle me frôlait quand même. Et mon père m'attend devant le consulat, et je me dis, non, il va falloir venir me récupérer avec un hélicoptère, ou bien je vais rester là jusqu'à la nuit. Hein, c'était vraiment... Et du coup, je pensais à une blague, justement, que mon père aimait beaucoup. C'est une blague moscovite. Il y a un type qui regarde un autre type sur l'autre trottoir, et il lui dit, t'as fait comment pour traverser? Et l'autre lui répond, je suis né ici. Et donc, je me suis dit, finalement, voilà, je suis dans cette situation où je contemple le trottoir sur lequel je suis née, mais je suis aujourd'hui sur l'autre trottoir, et je n'arrive pas à rejoindre ce trottoir où je suis née, ou alors c'est l'inverse. Bon, bref, au bout d'un moment, j'ai réussi à rebrousser chemin. Je suis arrivée à l'ambassade, et donc, j'accompagne mon père au service consulaire. Et là, il faut présenter son passeport. Je montre mon passeport français. Et tout en me disant, voilà, c'était l'autre lieu totalement inaccessible de mon enfance. C'est-à-dire, et souvent, on passait devant cette ambassade de France en se disant, mais qu'est-ce qu'on aimerait aller là et demander l'asile politique. Mais on ne peut pas, parce que la France ne faisait pas partie des pays qui accueillaient les soviétiques. Donc... voilà, c'était un lieu de rêve, et je me disais, là, je vais y entrer. Je vais entrer à l'ambassade de France. Et puis, donc, je tends mon passeport français, et on me dit, ah non, 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 non. Ici, il n'y a que les Russes qui rentrent. Donc, vous êtes française, vous n'avez pas le droit. Alors, du coup, mon père y était allé sans moi. Il y avait un sas, je suis restée dans le sas, il y avait une paroi de verre, hein, donc on retrouve toujours cet écran, cet autre côté du miroir, hein, cet espace derrière le miroir qu'on ne peut pas franchir. Et j'étais là, dans ce sas, à attendre mon père, et donc je me suis assise sur l'escalier en l'attendant, en regardant ce qui se passait de l'autre côté, par le sas. Et c'était extraordinaire parce que les gens sortaient avec leur visa, ceux qui avaient réussi à entrer et à déposer leurs papiers, donc ils sortaient. Et puis, vous voyez une personne assise dans l'escalier. C'était, je pense que c'était pas quelque chose d'habituel pour les Russes, de s'asseoir sur les marches d'un escalier au consulat français.
c'était un peu trop bizarre. Et donc, il devait se dire que j'avais une fonction. Et tout le monde, je vous assure, je ne sais pas combien de personnes sont sorties, une centaine peut-être pendant que j'étais là, et chacune me demandait comment ouvrir la porte. Donc, voilà. Donc, je me suis retrouvée en gardienne de porte de ce consulat. Et voilà. Et donc, cet étranger en moi, il était toujours là. Mais on n'arrivait pas... Je me sentais un peu dans la peau d'Alice. C'est-à-dire... parce que, bon, c'était... comment dire... mon être... je ne sais pas qui est l'étranger de l'autre, en fait. Si c'est la gamine qui a vécu à Moscou ou si c'est l'adulte qui vit en France. Et en tout cas, il y avait tout le temps un décalage entre la gamine qui se hissait, qui se poussait pour pouvoir tendre la main à l'adulte, et l'adulte changeait de taille aussi en permanence. Donc on n'arrivait jamais à rester, à être au même niveau avec... voilà, donc j'étais un peu dans la situation d'Alice. Et voilà, pour peut-être donner encore une autre image de cette... oh, mais le temps passe très vite. Très rapidement, je vais raconter une autre expérience de la fascination, parce que c'est une image qui me reste en fait de mon enfance. Donc ça devait être dans les années 70. Je me trouve avec ma grand-mère dans une gare, dans la gare de Kiev en fait. Et on va de Kiev à Moscou. On rentre des vacances qu'on avait passées en Ukraine, dans les Carpates. Et voilà, et je me sentais heureuse, c'était la fin de l'été, les vacances avaient été belles, je ne sais plus, on avait acheté des produits locaux qui me semblaient très très beaux. Bon, la vie se présentait sous les meilleurs auspices, et à ce moment-là, voilà, il y a quand même, je veux dire, dans cette enfance qui était entièrement sous le signe de l'évasion, de la fuite, c'est-à-dire, voilà, pour comprendre aussi, il faut que je dise ça, c'est-à-dire, dès que j'étais, quand j'avais l'âge de 4 ans, quand ma grand-mère m'a dit il faudra que tu te sauves de ce pays. Mais il y avait quand même des moments heureux et des moments d'apaisement. Je ne pensais pas forcément à m'enfuir. Enfin, on ne peut pas y penser tout le temps. Et donc, c'était un de ces moments. Et tout d'un coup, il y a un train qui entre en gare, et on a pensé que c'était le nôtre. Donc on attrape nos baluchons, nos valises, on court vers le train, et en fait c'était un Berlin-Moscou. Et qui ne s'arrêtait pas, ou qui, en tout cas, qui a ralenti, mais sans s'arrêter, je crois. Et tout d'un coup, je vois, et c'était déjà le soir, donc il faisait nuit, la gare était faiblement éclairée, et je regarde ce train qui passait là c'était comme une sorte d'intrusion de lumière dans notre... Voilà, il était éclairé. Je ne sais pas comment le dire. Il était éclairé, il était très éclairé. Et... putain, bon, maintenant je sais ce que c'est que ces trains, on voyage. Les trains soviétiques étaient beaucoup plus confortables parce qu'il n'y avait que 4 couchettes par compartiment, alors que ce train, comme les trains français, voilà, en deuxième classe, on a 6 couchettes, donc les gens étaient couchés comme ça, les uns en dessous des autres, donc en fait, il n'y avait rien à envier spécialement, mais ils avaient des vêtements colorés. Voilà. Et c'était tout d'un coup l'intrusion d'une tache de couleur et de lumière. Et je me suis sentie vue par eux. Tout d'un coup, je nous ai vus avec nos baluchons. Ah, ça m'a gâché complètement. Parce que j'adorais voyager en couchette, mais ça m'a gâché la nuit en couchette. Parce que tout d'un coup, vue par eux, qui étaient en couleur, je nous ai vus comme nous étant en noir et blanc. Et c'était comme si
des personnages d'un film en couleur, tout d'un coup, étaient entrés dans un film en noir et blanc, et nous avaient vus là, en noir et blanc. Voilà. Et plus tard, je me suis dit, quand j'ai pris le train moi-même, en France, la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est mal dans ce train, mais quand même. Mais il me reste cette tache de couleur, et chaque fois qu'il y a quelque chose d'inaccessible qui apparaît dans ma vie, je revois ce train qui... alors, voilà, je me suis vue en barbare, en fait, ce jour-là. Et tout d'un coup, les autres gens sur le quai, j'ai compris qu'on était tous pareils pour ceux qui étaient dans le train. C'est-à-dire qui ne faisaient pas la différence entre ceux qui connaissaient peut-être une langue étrangère et les autres. Enfin, on était tous... voilà, c'est limbe, hein, la désapparition du limbe. Et du coup, je voudrais vous lire 3 lignes de Borges, qui a écrit l'histoire d'un barbare qui se met au service de Ravenne, donc à l'époque appelée Municipium par les Romains, cette cité qu'il était allé détruire. Et en fait, il va donc se mettre à son service. Et ce qui le bouleverse, c'est, je cite, une inscription incompréhensible en éternelles lettres romaines. Brusquement, cette révélation l'éblouit et le transforme, la ville. Il sait que dans ses murs, il sera chien ou enfant, et qu'il n'arrivera même pas à la comprendre. Mais il sait aussi qu'elle vaut mieux que ses dieux et la foi jurée et toutes les fondrières de la Germanie. Et donc, voilà, je me suis sentie devant ce train comme ce barbare, et je voulais bien être chien dans ce train. Et alors, ce qui est, je crois, important dans ce texte de Borges, c'est la question de l'incompréhensible, c'est-à-dire l'intraduisible. Et en fait, pour retourner ce rapport à la barbarie, je crois que réduire l'intraduisible serait un geste parfait de barbarie, puisque la culture est faite, justement, la culture bouge, là, elle est faite de ces nœuds où surgit l'intraduisible. Hein. Et donc, pour revenir au thème de cet exposé, en fait, nous passons notre temps à traduire, et nous achoppons, même ceux qui ne connaissent qu'une langue, hein, je pense que déjà lorsque chacun s'approprie l'expérience de la génération d'avant, c'est déjà une traduction. On n'est jamais... La transmission, c'est déjà une traduction. L'enseignement, c'est une traduction. Et voilà, et j'ai envie de citer... Donc, je pense que c'est ce qui me tient à cœur, finalement, dans cet étranger, dans ce qui fait qu'il y a... peut-être parler avec l'étranger en soi, c'est surtout préserver cet intraduisible autour duquel on tourne. Voilà, j'ai envie de citer encore Chalamov qui parle de traduction à propos de la poésie, qui dit que la poésie, c'est un langage universel vers lequel on peut traduire n'importe quel phénomène du monde, parce que Chalamov était aussi l'héritier de ceux qui... de ces modernistes qui cherchaient un langage universel. Et peut-être pour creuser un peu une dimension la plus dramatique de cet étranger qui est en nous, je vais faire référence à son récit, Maxime. C'est un récit qui se situe dans le recueil Rive gauche, et qui relate le retour à la vie d'un
d'un détenu qui a touché le fond. Donc il y a des récits de Chalamov qui racontent la traversée de la mort, qui est la marche vers la mort, et d'autres qui racontent des résurrections. Et donc c'est un récit de résurrection. Et dans ce récit, ce détenu qui a... Donc il y a une sorte de... Il y a chez Chalamov une radiographie de la déshumanisation. C'est-à-dire, il explique, il raconte tous les stades de la déshumanisation dans les camps et dû notamment à la faim. Et là, le personnage va parcourir dans l'autre sens tous ces stades jusqu'au retour à la vie. Donc, de la haine, il passe à l'indifférence, de l'indifférence, il passe à la peur. Après, il y a la pitié pour les animaux qui revient, mais pas la pitié pour les hommes, et ainsi de suite. Et pendant tout ce temps, son langage se réduit à une vingtaine de vocables. Parce que il n'a pas besoin d'autres mots pour parler, pour communiquer dans le camp. Donc c'est des mots ou des expressions du genre la soupe est froide, il fait froid, donne-moi ton mégot, citoyen chef, etc. Donc voilà, une vingtaine d'expressions de ce genre. Et lorsqu'il entame ce retour à la vie, il y a d'autres mots qui, tout d'un coup, vont naître, vont apparaître. Et ces mots surgissent dans son cerveau comme des êtres ou des objets. Et avant que le sens de ces mots lui parvienne, il vit avec ces mots comme avec des apparitions juste sonores, en fait, dont il n'a que le contenu sonore et pas le sens, que l'enveloppe acoustique. Et il savoure ces mots, il les touche, voilà. Et à un moment apparaît le mot, tout d'un coup surgit un mot, et c'est Maxime. Maxime au sens de Maxime romaine, voilà, qui renvoie en fait à la Maxime de Nietzsche, qui est une maxime romaine, à chacun son dû, et qui était donc gravée à l'entrée de Buchenwald. Mais bon, tout cela, on le voit en confrontant les récits, mais sur le moment lui-même, il ne sait pas quoi faire avec ce mot, et il ne sait pas à quoi ce mot renvoie. Et c'est un mot étranger. Voilà. C'est un mot étranger. Et alors, il est tellement heureux, il sent que ce mot est un signe du fait qu'il revient dans le langage, et dans la communication avec les autres. Mais en même temps, il ne le comprend pas. Il ne sait pas ce que le mot signifie, il ne sait pas ce qu'il doit en faire. Et donc, il crie. Il crie Maxime. Il hurle ce mot comme pure expression du retour à la vie. Et il y a un de ces des co-détenus dont tout le monde sait que c'est un mouchard, qui lui dit mais tu parles l'étranger ou quoi? Voilà. Et je crois que tu parles l'étranger, ça résume en fait toute l'étrangeté de cette expérience-là. Donc je ne continue pas, je crois qu'on aura une conférence sur la violence comme étrangeté, mais cette apparition d'un mot qui est perçu comme étranger, voilà, je crois que on pourrait consacrer cette heure à la question de l'étrangeté de la violence chez Chalamov, et on partirait alors de ce petit mot Maxime, voilà, qui hurler face à la neige va simplement signifier je suis vivant. Donc Wittgenstein nous dit qu'il y a en l'homme une pulsion à s'élancer au-delà du langage, mais il y a aussi une pulsion à s'élancer au-delà, hors de sa langue maternelle. Et très paradoxalement, cette pulsion anime non seulement, voilà, elle anime aussi, non seulement ceux qui sont évidemment voués à pratiquer une langue étrangère, mais aussi ceux qui sont très fortement soudés, très vissés à leur langue maternelle, à savoir des poètes
et des poètes qui vivent dans cette langue, tels que Rilke. Comme vous le savez, Rilke a écrit son dernier recueil, Verger, en français. Il a essayé aussi d'écrire en russe. Il a écrit des poèmes en russe. À un moment, il pensait qu'il allait s'expatrier vers le russe. Et voilà, Tsvetaeva a interprété ce passage au français à la fin de sa vie comme le désir de sortir de la langue des hommes, d'écrire dans la langue de la mort, dans la langue des anges. Et Mandelstam, qui est la langue russe elle-même, a écrit. J'ai envie de vous lire un petit poème, un petit extrait d'un poème de Mandelstam que j'ai essayé de traduire, justement, qui parle de ça. Tel un moucheron à la nocturne flamme, grillant ses ailes, tel un moucheron à la nocturne flamme, grillant ses ailes, contradiction infâme, je veux quitter ma langue maternelle, lui payant ma dette éternelle. Une autre langue sera mon épiderme, car bien avant que j'eusse l'audace de naître, j'étais une ligne que l'on égrène, une lettre, un livre dont vos songes portent le germe. Alors voilà, donc l'idée c'était qu'il s'expatrie vers l'allemand, ce qu'il n'a jamais fait, bien entendu, mais j'ai retenu dans ce poème aussi l'audace de naître. On me demande souvent si le français est pour moi une langue acquise, et donc je dis non. On me dit alors c'est ta langue maternelle? Je dis non, non plus. Alors comment est-ce possible? Eh bien, on peut naître une nouvelle fois dans une langue. Je veux dire une langue. Tout à l'heure, je vous ai parlé du type qui est né sur l'autre trottoir. On peut naître de nouveau sur un autre trottoir. Et c'est ça l'audace de naître mandelstamienne. Pour moi, je crois qu'on peut avoir l'audace de naître dans une autre langue, d'autant plus que cette histoire de langue maternelle, est-ce qu'elle est vraiment maternelle déjà, la langue que nous parlons, même si on n'a jamais changé de langue, ce n'est plus la langue de nos parents. On est tous confrontés au fait que quand on parle avec ses parents, parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'il faut choisir d'autres mots donc je me dis, elle est toujours déjà décalée, cette langue maternelle. Il y a d'autres langues qui traversent la langue maternelle. J'ai eu envie de mettre en image ces autres langues qui traversent la langue maternelle ou pas. Alors comment c'est venu? Plutôt, j'en ai toujours eu envie, mais comment est venue l'idée que c'était possible? Alors bon, déjà, il y a des... Je fais une parenthèse, des expériences une histoire que vous connaissez probablement très bien, mais quand j'ai vu que... Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé beaucoup d'Alice aujourd'hui, parce que... écrire dans l'autre langue, c'est un peu se voir et chercher en permanence à franchir ce miroir. Voilà. Et puis, vous savez que Artaud, quand il a été amené à Rodez à traduire ce poème de Lewis Carroll qu'on trouve dans le premier chapitre de la traversée du miroir, eh bien, il a décidé, il a cru que Lewis Carroll l'avait plagié. Donc il a écrit plusieurs textes. Bon, il y a toute une littérature là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder, mais
voilà, il a dit Lewis Carroll m'a plagié, il m'a volé ce poème, c'est moi qui en ai eu l'idée le premier. Bon, puis il a fini par dire que finalement le sien était meilleur, que c'était mal plagié en plus. Donc il y a comme ça des histoires qui montrent que cet autre en nous, il s'exprime. Voilà. Mais la première fois où je me suis dit, tiens, là, je tiens quelque chose pour rendre en français d'autres langues. C'est quand j'étais en train de traduire Schubert à Kiev de Leonid Gershovitch, et dans Schubert à Kiev, il y a des phrases en ukrainien. Et ces phrases en ukrainien, elles sont toujours, alors que c'est un roman où il y a des choses drôles, mais il y a aussi des choses tragiques, et il porte sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les événements à Kiev. Donc, vous voyez, ça ne peut pas être que drôle. Mais tout ce qui est dit en ukrainien est très drôle. Et comme Leonid Gershovitch est aussi musicien, et il y a dans tous ces textes des histoires qui tournent autour de la musique. Et là, en l'occurrence, tout se passe à l'opéra de Kiev. Donc j'ai passé une année à me demander comment j'allais rendre ces phrases en ukrainien, parce que je ne pouvais pas simplement les traduire et mettre en note de l'ukrainien. On perdait toute leur saveur. Et donc à un moment, je me suis dit, je vais les traduire en vers rimés, comme un livret d'opéra. Voilà, ça va être comme de l'opéra, c'est-à-dire ce niveau de texte que l'on avait dans les... Enfin, j'ai essayé du moins. Voilà. Et tout d'un coup, ça a pris. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que ça avait pris. Et je me suis dit, voilà, ça m'a permis de me lancer. J'ai senti que j'avais trouvé peut-être un quelque chose pour donner la parole à l'autre, à l'étranger, à l'intérieur du français. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça tient au bilinguisme, mais j'ai un rapport particulier à mes propres livres, c'est-à-dire une fois qu'ils sont écrits et publiés, tant qu'ils ne sont pas publiés, ça va. Et une fois qu'ils sont publiés, si j'ai le malheur de les ouvrir, je ne peux plus y entrer. C'est-à-dire je ne peux pas me relire. J'ai l'impression qu'ils sont écrits dans une langue étrangère, que je ne possède plus. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que pour chaque livre, il faut sa propre langue. Et du coup, voilà, pour le suivant, donc celui qui précède Au lieu du péril, un texte qui s'intitule 3 contes allemands, j'ai imaginé, en fait, si vous voulez, c'est pas venu comme une sorte de procédé, mais en discutant avec l'étranger en moi, l'étranger m'a soufflé la chose suivante, que ce livre allait se présenter comme une traduction de textes imaginaires, mais pas des textes traduits du russe, des textes traduits de l'allemand. Voilà, je me suis annexé un territoire qui était un territoire de l'étrangeté. Parce que si ça avait été traduit du russe, ce n'était finalement pas assez étranger. Et donc, ces 3 textes que j'ai mis 10 ans à les écrire, parce qu'en fait, ce sont des... comment dire, ces textes sont soi-disant écrits dans un allemand d'époques différentes. Il y en a un qui date à peu près de l'époque symboliste, enfin du début du siècle, du XXe, à peu près au moment de la guerre de 14. Après, il y en a un qui est écrit dans l'entre-deux-guerres, et puis un qui est écrit aujourd'hui. Voilà. Et donc le temps de le comprendre et de faire ce passage dans le temps, d'évoluer avec ces textes, de traverser tout ça dans une langue allemande imaginaire, ça m'a pris 10 ans. Et voilà. Et pour introduire
Alors d'ailleurs, je crois que c'est de là, parce que mes origines estoniennes, en fait, elles sont plus que, comment dire, lointaines. J'ai effectivement un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père qui est venu d'Estonie, de Revel à l'époque, qui a fondé une maison d'édition de musique à Moscou, qui est devenue russophone, mais à l'origine, la famille était germanophone. Et il y a une partie de la famille qui est restée germanophone. Donc ceux qui sont installés à Moscou ont choisi le russe, et ceux qui étaient restés à Pétersbourg, ville plus occidentale, avaient gardé l'allemand. Et en fait, je m'en suis aperçue, je termine, je m'en suis aperçue en lisant les lettres de Rilke. Je me suis aperçue qu'il avait fréquenté à Pétersbourg le salon des Jürgenson. Et donc, à partir de là, j'ai imaginé toute une histoire. J'ai imaginé que... parce que dans cette famille pétersbourgeoise, il y a un fils qui s'est suicidé. Et donc, je me suis dit, voilà, ceux qui ont choisi le russe, qui sont adaptés en Russie, donc à l'époque c'était l'Empire, finalement ils s'en sont plutôt bien tirés, et ceux qui ont gardé l'allemand, il y a eu quelque chose qui les a dévorés. Voilà. Bon, c'était une construction. Hein. Mais à partir de là, j'ai écrit... en fait, j'ai attribué à ce jeune homme qui s'est suicidé, en fait, se révéler auteur d'un poème romantique en allemand qui ouvre le livre et qui permet d'introduire ces 3 traductions. Et du coup, alors c'était... parce qu'au début, je pensais carrément faire une sorte de supercherie, histoire d'entendre, voilà, d'agacer mes collègues traducteurs d'allemand, leur faire croire que je marchais sur leur plate-bande. Non, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que plusieurs personnes qui ont lu le livre ont mis du temps à comprendre que ce n'était pas vrai ce que je racontais. Et donc je pense que c'est... voilà, l'origine estonienne est venue à partir de là. À partir de là, j'ai retrouvé dans plusieurs papiers, et je crois sur Wikipédia que j'étais d'origine estonienne. Et je trouve ça génial que la littérature, en fait, empiète sur la vie. Et comme il faut bientôt terminer, là, j'avais d'autres choses que je n'ai pas réussi à caser, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, si ça m'a réjoui, cette histoire d'origine, on m'a aussi... voilà, des amis qui me connaissent depuis 30 ans m'ont demandé de les aider à résoudre un problème de philologie allemande extrêmement compliqué, eux-mêmes étant germanistes. Je me suis dit, c'est quand même formidable. Bon, mais qu'on arrive à... que les livres aient une telle incidence sur la perception de la vie. Mais non, sur quoi je voulais terminer, surtout, c'est que, justement, la question de l'origine, en fait, si j'ai écrit ce livre au lieu du péril, bon, bien sûr, il y avait 1000 raisons de l'écrire, mais une des raisons, c'était pour aller contre l'idée d'une origine, en fait, pour déconstruire cette histoire d'origine, puisqu'on peut s'en construire tout au long de sa vie, et c'est finalement une construction. Et l'origine, elle est plutôt devant nous, ou en tout cas les racines sont devant nous, c'est ce vers quoi nous allons, c'est pas ce qu'on a, ce qu'on se traîne toute sa vie de manière indélébile. Donc
voilà, il y a une certaine crispation identitaire aujourd'hui, et je tenais absolument, avec ce livre, d'insister sur... je tenais à dire que l'identité est une affaire de construction. Je veux dire, je parle preuve à l'appui, puisque... Voilà, je pense savoir... puisque le vent balaie certaines origines et certaines identités, hein, jusqu'en 89, par exemple, j'ai vécu avec une sorte d'identité de Russe émigré, puisqu'il y avait une Union soviétique dont je m'étais échappée, et que c'était une identité, voilà, ça avait un sens politique de dire je suis russe en France. Et du jour au lendemain, cette identité s'est volatilisée. Et je ne sais pas ce qui va arriver. D'ailleurs, elle va peut-être revenir avec ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Bon, merci beaucoup.